Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV au sommaire. Initialement prévu pour prendre fin ce 16 avril 2019, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 21 avril prochain. C'est une décision de l'Agence nationale du traitement ANT annoncée au cours d'un point de presse tenu ce mardi à Cotonou. En interactualité, les manifestants au Soudan affichent leur détermination à obtenir un pouvoir civil. Ils affluent encore plus nombreux devant le QG de l'armée pour réclamer la dissolution du Conseil militaire de transition. Et puis en France, les promesses de dons affluent depuis mardi pour rebâtir la cathédrale de Notre-Dame. Elle s'élève déjà à près d'1 milliard d'euros. Merci pour l'attention. Prévue pour prendre fin ce 16 avril, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au 21 avril prochain. Ainsi en ont décidé les responsables de l'Agence nationale de traitement ANT qui, au cours d'un point de presse, dans l'après-midi de ce mardi, ont invité ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte à s'acquitter de ce devoir civique. Je vous propose de suivre le régisseur général de l'ANT, Bonaventure Gagnon. Il est au micro de Mori Agua et de Fréjus Fiossi. Chers compatriotes, l'Agence nationale du traitement ANT, après avoir réalisé la liste électorale informatisée sous la supervision du COS, l'EPI, Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, a entre autres missions l'impression des listes d'émargement pour le scrutin du 28 avril 2019, la réalisation des cartes d'électeurs et leur distribution. Lancée le 6 avril 2019, l'opération de distribution continue jusqu'à la date du 21 avril 2019 pour permettre à tous nos citoyens concernés par cette opération de rentrer en possession de cet outil précieux, non seulement pour les élections législatives de 2019, mais aussi les élections à venir et toute autre utilisation. Sont concernés par cette opération les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les citoyens qui ont eu 18 ans en 2016, en 2017, en 2018 et jusqu'en avril 2019. Les différents omis, les citoyens qui ont demandé les transferts de centres de vote, les citoyens qui ont perdu leur carte d'électeur et qui ont fait la demande de duplicata, les citoyens qui ont fait la demande de correction sur leurs données personnelles. Au total, pour l'actualisation de 2018, nous avons envoyé 374 109 cartes dont la distribution continue jusqu'au 21 avril 2019. Nous demandons à travers ce point de presse à tous nos compatriotes concernés de bien vouloir sortir massivement pour retirer leur carte d'électeur avant la clôture le 21 avril 2019 de cette opération. Je vous remercie. La conférence épiscopale du Bénin a délivré un message à propos de la situation politique du Bénin. C'est par la voix du secrétaire général Monseigneur Aristide Gonzalo ce lundi 15 avril 2019 au siège de la conférence épiscopale à Cotonou. Propos recueillis par Mori Agua et Denis Marouya. La paix, une fleur fragile. Filles et fils bien-aimés de Dieu, femmes et hommes de bonne volonté, concitoyennes et concitoyens. À plusieurs reprises ces derniers mois, la conférence épiscopale du Bénin a attiré l'attention du peuple béninois
et de ses acteurs politiques sur la tension qui couve et qui monte du fait de la non-réalisation de consensus autour des nombreuses et légitimes réformes à mener pour sortir notre pays, le Bénin, de l'ornière de la malgouvernance et du sous-développement. Après environ 3 décennies d'expérience démocratique faite de haut et de bas, le Bénin se trouve aujourd'hui devant une situation inédite. Des élections législatives auxquelles participeraient seulement 2 partis d'une même obédience politique. Le président de la République, M. Patrice Talon, avait pressenti le risque d'une telle issue des dites consultations électorales en chargeant le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Rungweji, d'une mission parlementaire de recherche du consensus autour d'un texte de loi dérogatoire afin que les élections législatives du 28 avril 2019 soient inclusives, transparentes, démocratiques et crédibles. Constatant l'échec du consensus attendu du Parlement, les évêques du Bénin ont encore œuvré dans le sens d'un recours aux dispositions constitutionnelles appropriées qui permettent au pays de sortir de l'impasse par l'organisation d'élections législatives inclusives. À ce niveau, ils ont dû prendre acte de la décision des chefs des institutions de la République de poursuivre le processus électoral. La Conférence épiscopale du Bénin demande aux fidèles du Christ et aux hommes et femmes de bonne volonté de se mobiliser pour intensifier la prière et le jeûne durant le Triduum pascal avec un accent particulier sur le dernier chemin de croix du Vendredi Saint et la récitation quotidienne du chapelet et de la prière pour le Bénin pendant l'octave de Pâques. La Conférence épiscopale du Bénin recommande à chacun, en cette période délicate de l'histoire de notre pays, d'agir toujours et partout selon sa conscience éclairée par la loi de Dieu et l'amour de la patrie. La Conférence épiscopale du Bénin souhaite et recommande vivement que tous les fils et filles du Bénin s'abstiennent de toute provocation et de toute violence physique ou verbale pour que notre pays continue de vivre dans la paix et la concorde. Vous le savez, le carême catholique s'achève bientôt et depuis ce lundi, les chrétiens catholiques ont commencé la Semaine Sainte. Que comprendre de la Semaine Sainte? Quels sont les comportements que devraient avoir les chrétiens en cette semaine? Le père Éric Okwecha, directeur de la cellule de communication de la Conférence épiscopale du Bénin, répond à ces interrogations au micro d'Eden TV. Et pourquoi on appelle cette semaine la Semaine Sainte? C'est parce que c'est le condensé de toute l'année liturgique. Et puis, au début de notre église, c'était la fête de Pâques, la toute première fête que les chrétiens fêtaient. Et ils mettaient une semaine pour célébrer le mystère de la passion, mort et résurrection du Christ. Et après, ils prenaient 40 jours pour préparer cette fête, c'est le temps de carême, une semaine pour la fêter, et puis ils prolongent encore par 50 jours, ça nous conduira à la Pentecôte. Donc la Semaine Sainte, c'est vraiment le concentré et c'est la fête originale. C'est la toute première fête, disons, du mystère chrétien. C'est avec le temps que les autres fêtes comme Noël, etc. se sont ajoutées. Sinon, au départ, c'était la fête de Pâques. Normalement, le chrétien doit vivre cette semaine de manière intense. Comment? D'abord par la prière. Le chrétien, cette semaine, doit méditer la passion du Christ. Au moins pendant cette semaine, qu'on prenne le temps de lire calmement sa Bible, de lire le récit de la passion. Les 4 évangélistes nous en parlent. Ils peuvent lire selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, pour voir comment est-ce que le Christ a souffert lui-même. La troisième chose que moi je recommanderais aux chrétiens en cette semaine sainte, c'est la participation aux célébrations que l'Église, disons, propose. Le mercredi saint, la plupart des diocèses vont célébrer ce que nous appelons la messe chrismale. La messe chrismale, c'est la messe au cours de laquelle les prêtres vont renouveler leurs promesses sacerdotales. Et puis on va bénir les huiles qui vont servir pour le baptême, qui vont servir pour les malades, qui vont servir pour les catéchumènes pendant
l'année pastorale depuis Pâques jusqu'à la célébration de Pâques l'année prochaine. Le jeudi, c'est la célébration de la Sainte Seine, l'institution de l'Eucharistie, où le Christ a institué aussi le sacerdoce comme service, où lui-même, tout fils de Dieu qu'il est, il s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples. Et le prêtre fera le même geste au cours de la messe du jeudi saint. Donc, j'invite aussi les fidèles à participer à cette célébration. Et le vendredi saint, il y a le grand chemin de croix à la Passion. Généralement, les fidèles ne se font pas prier pour participer à ce chemin de croix. Et puis, le samedi nuit, il y a la veillée pascale où la joie explose, où nous crions « Christ est vraiment ressuscité, Alléluia ». C'est vrai, c'est une messe longue, il y a beaucoup de lectures, parfois il y a les sacrements. Alors il y en a qui préfèrent ne pas y aller et attendre le jour de Pâques. Ils se trompent, c'est deux célébrations différentes. Et puis, naturellement, le dimanche de Pâques, la messe du jour de Pâques, et qui met fin à la Semaine Sainte et qui nous fait entrer pleinement dans la joie de Pâques. Donc, que le chrétien puisse participer vraiment aux célébrations. Il y en a beaucoup de cette Semaine Sainte. Carnet noir de cette édition, deuil dans la presse, Mathias Biti-Boto n'est plus ancien journaliste en langue nationale Fongbe à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB. Mathias Biti-Boto est décédé dans la soirée de ce dimanche 14 avril 2019 au Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou à la suite d'une crise. Il était l'animateur vedette de l'émission très populaire Rovi Cléon sur la radio nationale. Deuil également dans le milieu politique. L'ancien ministre sous le régime du général Mathieu Kérékou, sous les Dankoro, est passé également de vie à trépas. Selon des sources proches de sa famille, son décès est intervenu ce mardi 16 avril à Paris. Né vers 1947 à Niaro, dans la sous-préfecture de Sinandé, nord-est du Bénin, il a été député et ministre sous le régime du général Mathieu Kérékou. Il a été également plusieurs fois en lice pour les élections présidentielles. Colonel de l'armée, il était également médecin. Actualité en dehors du Bénin, les manifestants au Soudan affichent leur détermination à obtenir un pouvoir civil, affluant encore plus nombreux devant le QG de l'armée, un jour après avoir réclamé la dissolution du Conseil militaire de transition. On écoute. J'ai ces fleurs et ils nous tirent dessus et nous répondrons à chaque balle. Nous sommes très pacifiques dans nos cœurs, peu importe combien de temps. Premièrement, nous voulons un gouvernement démocratique, rationnel, sans gouvernement militaire. Nos sit-ins vont continuer, nos revendications resteront valables jusqu'à ce que le Conseil militaire prouve son sérieux, les personnalités du régime soient arrêtées jusqu'à ce que la charte de la liberté et du changement soit pleinement mise en œuvre. Le Congrès national doit être démantelé et ses dirigeants doivent être arrêtés et tenus pour responsables. Le mouvement islamique doit être dissous, démantelé et ses dirigeants tenus pour responsables. La fonction publique doit être reconsidérée. Les promesses de dons affluent depuis mardi pour rebâtir la cathédrale de Notre-Dame. Elle s'élève déjà à près d'1 milliard d'euros. Plusieurs grandes fortunes françaises ont sorti leur carnet de chèques dans la nuit de lundi à mardi. La famille Pinault a promis 100 millions d'euros, suivi par le groupe LVMH. Bernard Arnault, première fortune de France, a annoncé un don de 200 millions. La famille Bettencourt et le groupe L'Oréal ont aussi offert 200 millions. L'homme d'affaires Marc de la Charrière a souhaité participer à hauteur de 10 millions à la restauration de la flèche. La famille Bouguès a, elle, promis une enveloppe similaire et la famille Decaux un don de 20 millions. Suivant à nouveau le président français Emmanuel Macron. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir. Mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents,
Et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie. Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris est dévastée par un incendie, je vous invite à suivre un reportage réalisé en juin 2017 dans la cathédrale. À l'époque, la liste des travaux à mener d'urgence s'allongeait et le monument le plus visité d'Europe était en quête de nouveaux mécènes pour l'aider à faire face à la pollution, aux intempéries. Reportage. La cathédrale de Notre-Dame. Un bijou religieux classé au patrimoine mondial de l'humanité, situé en plein centre historique de Paris. Les pluies acides, la pollution et l'usure des visites touristiques lui coûtent sa santé. Pour en découvrir les stigmates, il faut pénétrer l'arrière-cour. André Finot est chargé du mécénat du lieu saint. Depuis une vingtaine d'années, des morceaux de la cathédrale doivent être retirés pour ne pas qu'ils s'effondrent. C'est des pierres qui sont principalement tombées dans ces 20 dernières années, en fait, principalement. Vous pouvez regarder, ce sont des endroits très beaux, parce que les détails sont encore visibles dans leur grande majorité, notamment ici, ces petites faces bien travaillées. Enfin voilà, tout est très joli. Il y a quand même quelques petits cailloux qui montrent qu'il y a quand même des morceaux qui se sont éclatés en fait en tombant. Des pierres, mais aussi des gargouilles. Ces animaux fantastiques chargés de défendre l'église contre les démons et les infiltrations. Elles évacuent l'eau de pluie avec style, contrairement à ces tuyaux de PVC. Sur les toits, on découvre des cimetières de pierre, comme ce morceau de pinacle ornant l'édifice et renforçant la structure. Là, n'importe quel touriste ne le voit pas parce qu'on n'y prête pas forcément attention, mais là, la balustrade a disparu tout simplement, remplacée par une planche de bois qui résiste autant comme elle peut. Et puis derrière vous, une gargouille qui a perdu sa tête il y a quelques mois de ça. C'était un 15 août au matin qui est tombé au pied d'un touriste de passage. Mais ce qui inquiète le plus André Finot et les architectes, c'est l'effritement des arcs-boutants, le squelette de la cathédrale. Comme celui-ci qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de Notre-Dame. Des travaux qui coûtent cher. On annonce qu'on aimerait 100 millions d'euros sur les 20 prochaines années, mais notre vrai but en fait, on aimerait aller jusqu'au bout et on aimerait trouver 150 millions d'euros pour les 30 prochaines années. D'où l'idée en fait d'aller chercher de l'argent, de créer cette fondation. D'un côté en France, puisqu'on va quand même faire appel aux Français, et puis les Américains, parce que ce sont des gens qui ont la culture du don et qui sont très attachés à ce bâtiment. L'État consacre 2 millions de son budget à l'entretien. Les premiers travaux concerneront la flèche de la cathédrale. Pour y monter, il faut traverser une charpente qui commence à souffrir de l'humidité. Puis se faufiler jusqu'à atteindre cette plateforme à la vue magique. Cette restauration est un chantier délicat à mettre en œuvre. La flèche est composée de 500 tonnes de bois, 250 de plomb et culmine à 96 mètres de haut. La flèche, on fait des infiltrations d'eau depuis quelques années, on s'en est rendu compte, donc il va falloir restaurer en fait l'ensemble. Et on va en profiter pour enlever toutes ces statues qu'on peut voir en état elles sont un peu dégradées. Les travaux débuteront en décembre. Ces apôtres, en cuivre, seront exposés alors dans la cathédrale. Sous une pluie battante, l'île pierreuse de Gotland, des militaires suédois en tenue de camouflage prennent position à l'abri d'un tas de bois, ajustant la mitrailleuse et font feu sur un ennemi venu de la mer. C'est un jour d'entraînement pour les jeunes recrues mobilisés sur Gotland. Reportage. Ces jours d'entraînement pour ces recrues suédoises mobilisées sur Gotland, le long d'une voie navale reliant la Baltique à la mer du Nord. Face aux actions de la Russie dans la région ces dernières années, la Suède tente de remplumer sa défense, amaigrie depuis la fin de la guerre froide. En janvier 2018, le gouvernement a repositionné un régiment sous cet avant-poste stratégique. Une première depuis près de 15 ans. On a l'impression de faire quelque chose de spécial et ça nous rend encore plus heureux d'être ici. Tout le monde a le sentiment que ce que nous faisons est très important, que c'est vital pour la Suède. Le régiment de Gotland avait été dissous en 2005, mais un vote du Parlement en 2016 a approuvé le retour de forces armées.
Une décision motivée notamment par l'annexion de la Crimée, le conflit russe avec la Géorgie et la guerre en Ukraine. À mi-distance de la Suède et des ex-républiques baltes de l'Union soviétique, Gotland offre un avantage crucial pour le contrôle du ciel et de la mer. 282 soldats y sont actuellement basés. Nous constatons une détérioration de la situation sécuritaire dans les pays baltes. De nombreux exercices sont organisés, il y a une Russie forte, une activité militaire beaucoup plus intense qu'auparavant. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Cette détérioration est la raison pour laquelle nous reconstruisons notre armée. Les fortifications autour de Visby, capitale médiévale de Gotland, témoignent de l'histoire tourmentée de l'île. Elle a été convoitée tour à tour par les Suédois, les Danois, les Germains, les chevaliers teutoniques et même brièvement occupée par les Russes pendant les guerres napoléoniennes. Aujourd'hui, ses rues pittoresques et sa côte baltique en font un lieu de prédilection pour les touristes en été. Le retour du régiment est perçu comme une aubaine par les habitants. Ça a un impact positif sur l'infrastructure. Des gens viennent s'installer ici avec leur famille et par conséquent, plus de gens dépensent de l'argent dans les magasins. D'après les autorités suédoises, les troupes ne sont pas une réponse à une menace spécifique. Moscou, de son côté, fustige ce qu'elle qualifie de mythe d'une menace russe en Europe et accuse les puissances occidentales de vouloir déstabiliser le continent. Mais à Gotland, les exercices se poursuivent, permettant à la Suède de surveiller la situation dans son voisinage. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À bientôt.